Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule de la série «Et si on jasait emballage?». Aujourd'hui, je suis avec Sylvain Allard, professeur de design d'emballage à l'UQAM. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. Alors dis-moi, comment es-tu tombé dans la marmite de l'emballage? Alors, j'étais un designer graphique de formation. Je suis un designer graphique de formation. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'interactivité, surtout dans les années 90. Et lorsque je suis arrivé comme professeur à l'UQAM, je me suis intéressé à cet objet, qui est l'emballage, qui est un objet matériel, mais qui aussi est un objet d'interaction, pour l'utilisateur. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant brièvement en quoi consiste le design? Le design, en fait, le design est à la base de tout ce qu'on produit, et qu'on reproduit. Le design d'emballage n'y échappe pas. Lorsqu'on crée un emballage, on doit le préparer, le penser pour, répondre à une fonction, évidemment, qui a été établie. Donc tu nous parles de design, mais du coup dans l'emballage, le design, est-ce que ça fait seulement référence à ce qui est écrit dessus, les couleurs, la forme, ou est-ce que c'est bien plus que ça? En fait, c'est ce que je trouve intéressant du design d'emballage, tant, dans l'objet qu'au niveau pédagogique, c'est qu'en fait, c'est un point de rencontre de plusieurs champs disciplinaires. Mmh. On a évidemment le design graphique qui inclut les couleurs, mais qui inclut aussi la typographie, la communication visuelle. Il y a la communication de la marque aussi, donc tout ça est géré par le visuel, en tout cas, par le graphisme. Il y a le design d'objet, lui, qui s'intéresse à l'objet lui-même, les matériaux, sa production, sa forme, sa contenance et ainsi de suite. Mais il y a aussi le design industriel qui, lui, va, s'occuper de produire cet emballage-là et de s'assurer qu'il, répond aux impératifs, fonctionnels, mais aussi aux impératifs commerciaux, conservation et ainsi de suite. Je constate souvent que nos poubelles regorgent et voire même débordent d'emballages de partout, même la plupart sont même pas recyclés, voire même pas recyclables. Là, tu me dis que le design permet finalement de pouvoir aussi avoir une meilleure, attractivité des emballages, qu'ils soient plus beaux, achetables, et cetera. Finalement, est-ce que les designers contribueraient à augmenter cette pollution? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une problématique. Effectivement, comme designer, on contribue à la culture matérielle. On produit des objets. Puis en fait, le seul emballage qui n'aurait pas d'impact, ce sera celui qu'on ne produira pas. Donc, à partir du moment où on crée un emballage ou on crée un objet, on a une empreinte écologique. Alors, la question, c'est plus à savoir comment on peut optimiser ce travail-là pour faire en sorte que la fonction de l'emballage soit respectée. Après ça, comme designer, si on intègre, par exemple, l'éco-conception, si on intègre certains principes de réduction, bien, on peut avoir des impacts qui sont favorables ou en tout cas qui sont moins grands dans la création des emballages. Alors, par exemple, on parle souvent des 3 R, donc réduire, recycler et réutiliser. Donc, ces trois approches-là vont influencer évidemment notre approche de design, tant dans le choix des matériaux. Par exemple, si on part d'un matériau qui serait lourd comme le verre pour aller vers un matériau plus léger comme le plastique, on peut penser par exemple à des compagnies de jus de fruits qui ont fait ce processus-là. Donc, on a réduit le poids de l'emballage, donc on a moins d'impact dans le transport, moins d'impact, moins de CO2. Donc ça a un impact positif. On peut aussi aller, aller dans des choix, par exemple, où on, s'assure que le matériau qu'on va utiliser, le plastique dans certains cas, soit un plastique qui soit facilement recyclable, qui soit aussi, qui s'intègre bien dans le marché du recyclage. Donc, choisir les bonnes résines, les bons matériaux. Même chose pour les papiers. Choisir, par exemple, aussi des techniques d'impression qui vont avoir moins d'impact. Des encres qui sont moins toxiques. Donc, à ce niveau-là aussi, on peut interagir. Et on peut aussi concevoir des emballages qui s'intègrent dans un scénario d'usage différent, qui serait celui, par exemple, de la réutilisation. Donc, on pourrait imaginer des emballages qui sont faits de façon plus pérenne, mais qui permettent une réutilisation. Donc, il y a toutes sortes de leviers comme designer, si on est informé et sensibilisé, qui peuvent être utilisés pour diminuer le plus possible l'impact de l'emballage, de la fin de vie de l'emballage. D'accord. C'est vraiment super intéressant. Moi, ça me fait penser au fait que certaines compagnies sont allées aussi vers, finalement, d'autres formes de produits, finalement, et que en conséquence, ça a réduit l'emballage.
Par exemple, la concentration des produits, le fait de passer sur du liquide vers du solide. Est-ce que toi, c'est des tendances que tu observes de plus en plus ou comment les entreprises aussi devraient intégrer cette pensée ou cette réflexion en fait dans le lancement d'un nouveau produit? Ben, c'est un très bon point, puis c'est encore là une autre raison, pour intégrer les designers en amont de la production d'un produit parce que, on peut, on doit intervenir sur l'ensemble, y compris sur le produit lui-même. Ça commence parfois à se poser la question: «Est-ce qu'on a besoin de mettre le produit dans un emballage?» Parfois, ça peut être, de questionner le produit lui-même, donc dans sa forme, dans son volume. Oui, effectivement, faire un savon plus concentré pour qu'il y ait moins d'eau à l'intérieur et qu'il y ait moins de poids, donc pour le transport, mais tout ça va avoir un impact sur l'emballage lui-même. En 2022, tu coproduis, le film documentaire Tout déballer qui est encore accessible, gratuitement. Quel message tu voulais passer à travers, ce documentaire? En fait, ce que je voulais faire, c'était de sortir le design du monde du design, de sortir de l'université, de sortir des écoles de design et d'aller parler aux gens. Pas seulement ceux qui conçoivent des emballages, mais ceux qui les utilisent. Et ça, c'est tout le monde. Donc, il y avait à ce moment-là une urgence pour moi de donner une information qui tienne compte de l'ensemble du cycle de production des emballages du design jusqu'à la fin de vie de l'emballage, en passant par la production, par l'achat, par le commerce et tout ça. Donc, je trouvais que c'était une chaîne indissociable et je voulais traiter l'emballage comme une problématique systémique et non pas comme une problématique spécifique. Un emballage comme tel n'est ni un problème ni une solution, ça fait partie d'un écosystème complexe et je tenais à démystifier tout ça parce que j'entendais beaucoup dans les médias, par exemple, des amalgames, des simplifications, de la démonisation de certaines matières versus d'autres, alors qu'on doit regarder la chose de façon beaucoup plus systémique, en fait. Et pour finir, en tant qu'expert en design d'emballage, quel ultime conseil aurais-tu à donner aux décideurs de la chaîne de valeur? Ben, en fait, le design d'emballage alimentaire, il y a quand même toute une complexité en ce qui concerne la préservation des aliments. Donc, il y a il y a un cadre dans lequel on travaille qui est l'hygiène, qui est la conservation et donc on ne peut pas réinventer la roue. Mais je pense que ce qui est important, en tout cas, c'est ce que j'essaie de développer avec mes étudiants, c'est de penser Heu, un peu à côté de ce qu'on connaît déjà, de oser questionner chacune des décisions qu'on prend dans la production d'un emballage. Puis c'est souvent par des petits changements qu'on va obtenir des grands résultats, parce que les petits changements s'accumulent et ça fait à la fin beaucoup moins d'impact, dans nos gestes. Ouais. Eh ben, c'était un très bon conseil. Merci à toi, Sylvain, pour cet entretien. Merci à toi.